Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, le décor a un petit peu changé derrière moi parce que je suis actuellement chez ma mère dans le sud. Du coup c'est ma chambre d'enfance, le décor des débuts, tout ça. J'aime pas trop le cadrage parce que vous êtes un peu bas, mais bref, désolé si ça vous dérange. Mais on fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Ça va se rapprocher un peu des n'importe quoi, mais j'ai un peu... Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente mais qui se rapproche un peu des n'importe quoi. En fait je vais reprendre un concept de la chaîne de ma soeur qui date un petit peu, c'était genre les j'ai lu quand elle présentait 4 livres qu'elle avait lus, donc c'était des petites chroniques. Et moi je vais le faire en j'ai vu. Parce que du coup moi c'est pas des livres mais c'est des films dont je vais vous parler. Voilà, j'adore être une grosse plageuse et copier les idées, mais bien sûr ça a été fait avec son accord, ne vous inquiétez pas. Et j'ai vraiment envie de me focaliser sur des films qui sont sortis au cinéma, parce que du coup dans les n'importe quoi je parle aussi de films, mais je pense que ce sera plus des films voilà, que je regarde en streaming ou sur Netflix ou quoi. Alors que là pour ce type de vidéo j'ai vraiment envie de m'y consacrer aux films récents qui sont en ce moment en salle, comme ça je vous fais vraiment des chroniques au jour le jour, et quand la vidéo sort les films sont encore en salle et du coup ça vous donne envie d'aller les voir ou pas si je présente mal les films. Mais donc voilà, je sais pas si je ferai fréquemment ce genre de vidéo, mais j'avais quand même envie de lancer le concept. Donc nous commençons sans plus tarder. Valentine. Comment va Patrick? Je chante la vie, je danse la vie. Je vais donc vous parler de 4 films qui sont en ce moment même au cinéma. J'ai d'abord vu Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, La Famille Asada, Alibi.com 2 et Tar. Si j'étais une vraie youtubeuse putaclic, je mettrais mon avis sur Astérix et Obélix à la fin de cette vidéo, comme ça vous êtes obligés de rester jusqu'au bout pour savoir ce que j'en pense. Mais je le fais dans l'ordre chronologique, et comme c'est le film que j'ai vu en premier, ce sera maintenant. Donc Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est le 5e volet de la saga de tous les films Astérix qui sont sortis, et celui-ci a été réalisé par Guillaume Canet. Il est bien sûr directement inspiré de la BD et de l'histoire de la BD. Donc dans cet opus on va suivre l'histoire de la princesse de Chine qui a fui vers la France parce qu'il y a eu l'invasion dans son pays. Bon, c'est plutôt bien expliqué dans le film, mais en fait à cette époque l'empire asiatique est divisé en 5 petits empires, 5 ou 6, et à la base la princesse et la reine ce sont celles qui gouvernent un peu tous ces 5 empires, sauf que va y avoir une rébellion et du coup elles vont se faire envahir. Et la princesse va être contrainte de fuir son pays pour ne pas mourir. Elle arrive en Gaule et du coup Astérix et Obélix vont repartir avec la princesse pour aller combattre auprès de son pays avec l'armée qui lui reste face à tous les rebelles. D'un autre côté on a aussi l'empire romain avec Jules César qui va faire une alliance avec l'un des empires asiatiques pour dominer encore plus le continent et avoir encore plus de terre à lui. Donc voilà le topos principal quoi. En acteurs principaux on retrouve Guillaume Canet et Gilles Lelouch dans le rôle d'Astérix et Obélix, Jonathan Cohen qui joue Grain de Maïs, donc c'est l'autre Gaulois qui va accompagner Astérix et Obélix, Julie Chen dans le rôle de la princesse Fouilly et Liana Chea dans le rôle de Tatane, donc c'est un peu le garde du corps de la princesse qui va la protéger pendant tout le voyage. Après on retrouve vraiment énormément de guests dans le film qui sont pas du tout acteurs, genre on a Zlatan Ibrahimovic, Orelsan, Angèle, Big Flo Oli, McFly et Carlito. C'est un peu parti dans tous les sens et je pense que c'est ce qu'on a beaucoup critiqué au film, parce que je sais pas si vous l'avez vu passer mais il y a eu énormément de critiques négatives par rapport au film, comme quoi c'était une grosse merde, une grosse bouse, c'est vide, c'est plat, il y a rien qui se passe, on s'emmerde pendant 2 heures. Et moi j'ai lu toutes ces critiques, mais je ne fais jamais d'avis sur un film avant de l'avoir vu de mes propres yeux pour m'en faire mon propre avis. Du coup j'y suis allée, mais ouais, je me suis dit je m'attends pas à grand chose vu toutes les critiques, c'est que ça doit vraiment être nul, et j'ai été plutôt agréablement surprise dans le sens où j'ai pas trouvé que c'était une daube. Je trouve que bon il y a une bonne histoire, les personnages jouent plutôt bien. J'ai eu un peu de mal avec le jeu d'actrice de la princesse parce que en fait elle fait en même temps très jeune et en même temps plus vieille, du coup je sais pas, son jeu, il y avait un truc qui me dérangeait, mais dans l'ensemble ça a été, voilà, il y a des blagues auxquelles on rigole, les gens dans la salle ont rigolé avec moi, donc vraiment j'étais pas la seule à trouver ça drôle. Après oui je suis d'accord que c'est un humour un peu lourd et con, mais moi personnellement c'est un humour qui me fait rire, du coup ça marche sur moi, mais je ne représente pas le public de manière générale. Je pense aussi que ce qui a saoulé les gens c'est que il y a énormément de blagues ou de références par rapport aux guests, du coup c'est vrai que ça sort un peu de la narration du film, et si t'as pas les refs tu comprends pas, ou t'es en mode c'est pas drôle, genre il y a des répliques pour par exemple Orelsan ou Angèle qui sont vraiment faits par rapport à leur carrière, et du coup moi ça m'a fait rire parce que j'avais la ref, mais si tu l'as pas t'es en mode c'est quoi l'utilité, enfin. On a aussi reproché qu'il y avait beaucoup d'histoires qui se croisent et de narrations différentes. J'ai trouvé que c'était quand même assez simple à suivre, enfin ils expliquent bien avec tous les effets spéciaux et tout où est-ce qu'on se situe. Et on a aussi reproché que voilà on a mis énormément de sous, je crois que c'est un des films qui a coûté le plus cher en France en 2022 du coup. Et en effet on voit que c'est une grosse production, il y a pas mal d'effets spéciaux, il y a quand même une qualité d'image, genre c'est bien filmé, mais c'est pas non plus le film de l'année, et je pense que c'est ça qui a énervé certaines personnes, c'est qu'on mette autant de sous
pour un film comique qui fera pas rire tout le monde. Mais franchement, si vous avez envie de vous détendre et de rire ou de sourire pendant 2 heures, je trouve que le film marche. Enfin moi j'y suis allée pour ça, pour rire, enfin pour voir ce que ça donnait. Et j'ai passé un bon moment, donc franchement les gens qui ont dit que c'est de la grosse merde, ils sont juste aigris, enfin genre essayez de vous détendre 2 heures devant un film. Oui, c'est pas un film qui va faire réfléchir, c'est un film pour laisser ton cerveau se vider et voilà, se marrer. Donc franchement, si vous êtes bon public et que vous aimez les blagues lourdes, allez-y, enfin je pense que ça vous fera rire. Moi personnellement, ça m'a fait rire. Bien sûr, ce n'est clairement pas le meilleur des 5 films de la saga, mais je trouve qu'il est dans la cohérence des autres. Il y a des refs aux autres, voilà, les scènes où les personnages tombent amoureux, les scènes de potions magiques. Sur ça justement, il y a peut-être aussi un petit peu trop de références pour que ce soit vraiment un film culte à Astérix. Genre ils ont un peu bombardé de trucs et au bout d'un moment ça peut être lourd, mais sur les 2 heures ça va. On change complètement de registre, mais on reste dans le thème de l'Asie avec La famille Asada, réalisé par Ryota Nakano. Alors je viens de voir que le film en fait a été fait en 2020, mais je pense que du coup il est sorti beaucoup plus tard à cause du confinement et du Covid. Enfin je sais pas si au Japon il a pu sortir en 2020, mais en tout cas nous il arrive que maintenant en France. Et je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait placer ce film. Je pense que c'est un peu une comédie dramatique. Il y a un peu beaucoup de social aussi. Et donc le film raconte l'histoire de la famille Asada et plus particulièrement du personnage de Masashi Asada qui est du coup le cadet de la famille. Il a un grand frère et 2 parents qui s'aiment depuis longtemps. Et on commence le film par la mort du père, donc ils se réunissent tous pour ce triste moment. Et on va revenir complètement en flashback sur les débuts de l'enfance de Masashi et de pourquoi il aime tant la photo. Et la photographie c'est vraiment ce qui va rythmer tout le film parce que c'est sa passion depuis que il a 8 ans. Et c'est ce qui va l'aider à grandir, c'est ce qui va l'accompagner durant tous ces moments de vie. Et Masashi va se rendre compte que grâce à la photo, il peut un peu embellir le réel, embellir la réalité. Et en fait, il va commencer à créer des mises en scène avec sa famille, d'événements un peu loufoques ou de ce qu'ils auraient aimé être. Donc par exemple, le rêve de son père c'était d'être pompier. Du coup, il va aller voir une caserne pour recréer du coup l'instant où les pompiers sortent avec le camion et le jet d'eau et tout. Son frère voulait être pilote de Formule 1, donc il va contacter voilà, des pistes de F1 pour pouvoir faire une fausse mise en scène. Et il va vraiment prendre goût à ça et en faire de plus en plus jusqu'à vouloir voilà, éditer ses photos. Et on va justement suivre son parcours voilà, dans l'édition et l'exposition et le fait que c'est pas un métier facile non plus de devenir photographe parce que on est à son compte, on essaye de vendre ses œuvres et son art. Et dans les acteurs, bon personnellement je ne les connais pas parce que je regarde pas assez de films japonais pour avoir cette culture, mais je vous l'ai dit quand même parce que c'est important. On a Kazunari Ninomiya dans le rôle de Masashi. Son grand frère est joué par Masaki Suda, la mère est jouée par Jun Fubuki et le père par Mitsuru Hirata. Le film dure un petit peu plus de 2 heures et c'est vrai qu'il peut y avoir certaines longueurs tout au long du film parce qu'ils vont faire durer certaines scènes, certaines émotions, mais ça fait aussi partie de ce type de genre où voilà, on laisse les personnages s'installer, s'exprimer, se développer. Il n'y a pas tout le temps énormément d'action, mais quand même chaque scène contribue à faire avancer l'histoire. Et ce film m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup ri, j'ai été émue, j'ai aussi chialé genre vraiment. Moi en ce moment je sais pas, ça y est, je crois mon cœur il s'est débloqué pour pleurer dans les films. Parce qu'avant je ne pleurais vraiment presque jamais, genre il fallait vraiment aller loin pour que j'ai les yeux un peu humides. Là non c'est bon, ils ont su comment briser mon cœur. Mais en fait on va suivre la vie de Masashi et à un moment il va y avoir au moins 30 bonnes minutes sur le tsunami qui a ravagé le Japon en 2011. Masashi va se rendre auprès des villes qui ont été touchées pour ramener un petit peu de joie malgré la tristesse et le tragique qui imprègne cet événement. Et vraiment je trouvais ce passage vraiment émouvant parce que tu te prends un coup en pleine gueule en mode en fait il y a des gens qui ont tout perdu à ce moment-là et ça arrive encore aujourd'hui, enfin ne serait-ce que les séismes en Turquie en Syrie et c'est horrible et ça te fait tellement relativiser sur tes problèmes à toi en mode en fait c'est rien comparé à ce que ces gens vivent quand tu perds tout, quand tu perds tes proches, ta famille, qu'il te reste plus rien, plus aucun élément matériel. Ça fait relativiser sur nous nos propres problèmes d'occidentaux qui se plaignent pour rien. Alors après je veux pas faire culpabiliser non plus, je suis d'accord que quand ça va mal ou quoi, que t'as pas la santé mentale, tu peux pas aller mieux du jour au lendemain comme ça. Mais si ça va bien et que juste tu te plains pour des petits trucs du quotidien, et tu te dis faudra peut-être que j'arrête parce que y a beaucoup plus pire que moi dans la vie. Le film est aussi très joli dans l'esthétique, il y a vraiment une belle colorimétrie parce qu'en plus des fois on voit à travers l'appareil photo et du coup forcément il y a quand même une belle esthétique à propos de l'image vu que c'est le sujet du film. Et j'ai vraiment passé un très beau moment, à la fois émouvant et drôle, on sourit beaucoup et franchement je ne peux que vous le recommander parce que il y a une bonne histoire, les personnages sont super attachants, un peu chiants des fois mais ils sont réalistes, du coup on se reconnaît en eux. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, que vous avez envie de passer un moment doux, poétique et agréable, je vous le recommande. On revient aux comédies françaises parce que nous on adore rire et je suis allée voir Alibi.com 2 réalisé par Philippe Lachaud. Il s'agit du coup de la suite logique de Alibi.com 1. Dans ce deuxième opus du coup on va suivre Grégory et Florence qui sont maintenant ensemble
Et Grégory a dû fermer sa société de Alibi.com. Donc c'était une société qui organisait des grosses mises en scène et des mensonges pour aider des clients particuliers. Et là on va suivre leur quotidien et c'est vrai que Grégory il s'ennuie un peu parce que c'est ce qu'il kiffait faire et là il peut plus du tout le faire puisque sa compagne voulait qu'il arrête. Mais heureusement il va y avoir un événement qui va un petit peu chambouler leur quotidien, c'est qu'ils vont se marier. Mais évidemment les préparatifs du mariage ne vont pas se passer comme prévu parce que sa copine va à tout prix rencontrer les parents de Grégory, sauf que ceux-ci sont un petit peu gros cassos qui n'ont pas donné trop d'amour à leur enfant. Du coup Grégory ne les assume pas et ne veut pas du tout les présenter et il va préférer engager de fausses personnes qui se font passer pour ses parents. Sauf que l'histoire prend des proportions énormes. Il se retrouve à devoir organiser un mariage avec ses faux parents, mais entre temps il avait invité ses vrais parents parce qu'il s'était dit peut-être qu'ils ont changé mais il se rend compte que non. Donc il veut annuler le mariage mais eux croient qu'il a quand même lieu. Donc il se dit bon bah au pire je vais faire un faux mariage à côté avec quelqu'un d'autre. Bref c'est le chaos total, Grégory s'enfonce dans la merde à mesure que le film avance, mais nous ça nous fait beaucoup marrer. Dans le casting on retrouve du coup Philippe Lachaud dans le rôle de Grégory, Élodie Fontan dans le rôle de Florence. Comme dans le 1 on retrouve Tarek Boudali, Nathalie Baye, Didier Bourdon dans le rôle des parents et du pote. On a aussi Ariel Dombal et Gérard Jugnot, donc un casting assez conséquent. Et écoutez moi personnellement encore une fois j'ai beaucoup ri. Je ne sais pas quelles sont les critiques vis-à-vis du film, mais je sais qu'il a eu énormément de spectateurs, je crois en une semaine il a déjà fait 2 millions, ce qui est vraiment bien pour un film à sa première semaine. Et pareil, c'est un humour assez con, assez gag répétitif, comique, loufoque, qui n'arrive pas dans la vraie vie, mais qui à l'écran marche très bien je trouve, surtout pour cette bande, enfin on les connaît, hein. Ils ont aussi fait Babysitting, hein, donc c'est quand même des films qui vont relativement bien marcher, qui ont un humour très spécifique. Le film dure 1h30 et je trouve que c'est vraiment le timing parfait parce que c'est vrai que si ça avait duré plus longtemps, ça aurait pu être un peu lourd parce que vraiment il y a des trucs, des fois tu te dis non mais c'est trop gros, enfin où est-ce que la blague va s'arrêter. Mais là pour ces 1h30 je trouve que c'est bien dosé, on s'ennuie pas, et franchement les gags s'enchaînent et limite tu rigoles à un que t'as même pas le temps de finir de rigoler qu'un autre s'enchaîne, enfin ça ne s'arrête jamais et j'ai passé vraiment un très bon moment, toute la salle rigolait avec moi donc franchement c'était un avis plutôt unanime. Il y a des scènes qui sont vraiment excellentes, je pense notamment à la vache avec les gitans, je n'en dis pas plus mais moi ça m'a fait beaucoup rire. En plus c'est des trucs qui durent pas longtemps mais vraiment quand tu les remarques c'est trop con. Puis il y a plein de petits détails aussi dans les journaux télé et tout, enfin de références à ces anciens films. Donc pour moi c'est un pari réussi, c'est une très bonne suite du premier film qui reprend un peu les mêmes thématiques de devoir faire des fausses mises en scène avec des acteurs, mais bien sûr ça va pas se passer comme prévu parce que ça ne peut pas se passer aussi bien vu comment c'est tellement gros. Donc voilà, si vous avez envie de vous détendre en famille pendant les vacances, vous savez quel film aller voir. Entre lui et Astérix, je vais être honnête, j'ai beaucoup plus rigolé à lui qu'à celui d'Astérix, mais vous êtes libre d'aller voir celui qui vous attire le plus. On finit cette fois avec un film qui n'a vraiment rien à voir avec tous ceux d'avant. Cette fois c'est un film américain, Tar, réalisé par Todd Field, qui est plutôt un faux biopic et un peu un drame psychologique sur une compositrice d'orchestre, je sais pas si ça se dit, enfin un chef d'orchestre, une chef d'orchestre parce que c'est une femme. On va suivre tout simplement la vie de Lydia Tarr qui est donc une chef d'orchestre reconnue qui enchaîne les interviews, les magazines, les concerts en orchestre et qui doit aussi gérer sa vie de famille puisqu'elle est en couple avec une femme depuis je sais pas 10-20 ans je crois, et qu'elles ont une petite fille ensemble, sauf que c'est pas forcément évident hein, vu qu'elle habite à Berlin mais elle voyage un peu partout dans le monde pour faire ses concerts. Et il va y avoir pas mal d'événements inattendus sur son chemin, notamment l'arrivée d'une nouvelle élève qui va un petit peu la perturber, mais aussi des événements plus graves comme le suicide d'une ancienne élève avec des accusations un peu délicates sur le fait qu'elle en serait peut-être la cause parce qu'il y a eu du harcèlement ou quoi. Enfin tout ça est un peu flou et on va essayer de comprendre au fur et à mesure du film si elle est vraiment coupable ou non. Et on va du coup voir comment elle va essayer de gérer un peu tout ça à travers sa passion qui peut parfois être trop dévorante. Donc dans le rôle de Lydia, on a Cate Blanchett en magistrale chef d'orchestre. Sa femme est jouée par Nina Hoss. On a également Francesca l'assistante qui est très présente dans le film qui est jouée par Noémie Merlan, donc une vraie française. Et la jeune petite étudiante qui arrive en cours d'année est jouée par Sophie Coher. Donc quand je suis allée voir les films, j'ai capté juste avant qu'il durait 2h40. Donc comment vous dire que j'étais en mode... Ça me fait toujours un peu peur les films qui durent plus de 2h30 parce que je me dis faut que ce soit vraiment bien pour pas qu'on s'ennuie et qu'on s'endorme des fois parce que quand c'est tard le soir et que t'es fatigué, tu peux vite partir vers les bras de Morphée. Et je sais pas trop quoi penser de ce film. En fait il dure 2h40 mais je trouve qu'on ne voit pas tellement le temps passer. Il y a surtout beaucoup de longueur au début parce que les scènes durent vraiment 10-15 minutes, genre les premières à chaque fois ce sont des longues séquences et du coup c'est là qu'il n'y a pas forcément trop d'action et on se dit si c'est ça tout le film je vais me faire chier. Mais en fait pas du tout, on est vraiment pris après par l'histoire, par les personnages, par la psychologie des personnages et en même temps je me dis qu'en 2h40 de film les choses sont abordées mais en fait il y a plein de petites histoires qui auraient pu être un peu plus creusées et au final on s'attarde pas assez dessus et on passe très vite à autre chose. Du coup il y a un sentiment un peu de frustration je trouve pour le spectateur parce que on arrive quand même un peu à cerner les personnages, à rentrer dedans, on se demande où est-ce que ça va aller mais des fois la scène n'est pas creusée jusqu'au bout en fait et je trouve ça dommage parce qu'en 2h40 il y a clairement le temps de raccourcir certaines scènes qui sont juste là pour montrer un peu la grandeur de la chef d'orchestre
mais qui servent pas forcément trop dans la narration et qui auraient pu du coup être approfondies pour voilà, creuser certaines scènes où on va vraiment en profondeur dans la psychologie, dans les émotions des personnages. Donc c'est ce que je pourrais reprocher. Après, au niveau de la qualité filmique, il n'y a rien à redire, vraiment le travail de réalisation est assez exceptionnel. Les plans séquences, il y a des plans, ils sont vraiment incroyables, je pense notamment à la scène quand elle donne un cours à la fac avec des étudiants. Vraiment la scène dure au moins 15 minutes et c'est un plan séquence non-stop, mais genre les mouvements de caméra, enfin pour quelqu'un qui a étudié le cinéma, t'es en mode waouh, genre c'est vraiment beau à regarder. Pareil pour la colorimétrie, c'est vraiment la même thématique de couleur tout le film, très sombre, très froid. Il va avec ce personnage joué par Kate, il laisse rien paraître, qui sourit mais qui est un petit peu cynique et on se demande si elle est gentille ou méchante dans l'histoire. Pareil, le jeu d'acteur de Kate et même des autres, franchement, il est très très bien interprété, vraiment. On plonge avec eux dans cette histoire, dans ces personnages. Et c'est ça aussi, je pense, qui est la force du film, c'est que malgré les 2h40, c'est tellement bien joué qu'on oublie le reste extérieur. Et on est vraiment avec eux dans cette tension palpable où il y a des désirs un peu sexuels, des pulsions et en même temps une certaine peur parce que Lydia Tarr, elle est compositrice et elle cherche tous les jours à créer de nouvelles œuvres, mais elle trouve pas forcément l'inspiration. Et il va y avoir pareil des petits passages un peu oniriques, un petit peu thriller psychologique, mais qui durent que quelques secondes. Et c'est vrai je pense qu'on aurait pu un peu plus développer ce côté-là aussi, un peu horreur. Bon après ça aurait pu basculer dans l'horreur et c'est peut-être pas ce que le réalisateur voulait. Mais je trouve que ces passages-là étaient un peu trop furtifs et on en redemande et on en a pas assez. Donc ouais, je suis assez mitigée parce que c'est quand même un film très intéressant à voir pour l'histoire et on est à fond dedans, même si ça peut être un petit peu long. Et en même temps, il y a tellement de choses qui auraient pu être faites autrement que du coup je reste un petit peu sur ma faim. Même concernant la fin d'ailleurs, j'en dis pas plus, mais j'étais en mode mais c'est quoi cette fin? Enfin genre on vient de se prendre 2h40 d'orchestre à fond d'un personnage très très complexe, cerné, rempli de failles, et la fin elle est assez inattendue et en même temps elle colle bien avec finalement quand je repense à tout le film, ça colle bien avec l'histoire de manière générale et c'est assez ironique quant au personnage de Lydia. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille si vous avez envie de vous plonger un peu sur cette thématique de la musique et des chefs d'orchestre et des personnages un petit peu énigmatiques et complexes. Après, il faut vraiment aimer ce milieu parce qu'il y a vraiment que ça pendant 2h40. Donc déjà, si le thème vous attire pas trop, je vous déconseille. Après, moi, c'est pas forcément un truc que je kiffe, même si j'adore écouter de la musique classique, je suis jamais allée à un truc d'orchestre ou quoi. C'est pour ça que j'ai pris un peu peur en me disant, oula, 2h40, que de ça va peut-être être long. Mais franchement, passer la première demi-heure, on se dit, où est-ce que ça va aller cette histoire? Après, je trouve que ça s'enchaîne bien et on ne s'ennuie pas. Donc si le résumé ne vous a ne serait-ce qu'un peu intrigué, eh bien je vous le recommande parce que ça a été une belle découverte et rien que pour admirer le talent de beaucoup d'actrices qui sont bien mises en avant. Il y a aussi des hommes acteurs dans le film, mais c'est quand même les actrices qu'on remarque le mieux, donc allez rendre hommage à leur travail en allant les voir. C'est déjà la fin de ce tout premier J'ai vu. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir ces films, que j'ai pu voilà, vous apporter un petit avis personnel et qui peut-être vous aura fait changer d'avis sur certains films. Vous savez quoi voir si vous avez envie d'aller rigoler, vous savez quoi voir si vous avez envie d'être un petit peu ému, et pareil si vous avez envie d'être dans une ambiance un peu plus mystérieuse, énigmatique, en tension. Il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez vu récemment au cinéma. C'est important d'y aller, de soutenir cet art qui a subi de plein fouet la crise du Covid, mais qui est à nouveau dans les bacs. Franchement, il y a beaucoup de films qui sont bien et qui sortent et qui vont sortir aussi. Alors oui, je suis d'accord que c'est cher et que quand on n'est pas étudiant, les places c'est très vite 10 €. Mais voilà, une petite sortie dans le mois, ça fait toujours du bien, ne serait-ce que pour aller rire avec d'autres spectateurs ou être dans une ambiance tous ensemble avec 100 inconnus que tu connais pas. C'est toujours un kiff, donc il faut encourager cet art. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui en ont. Profitez-en bien pour vous détendre, vous reposer. Bon courage à tous ceux qui travaillent et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube.